Donc salut à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la table du Tour de France que je vous avais promis. On est aujourd'hui encore à Lyon, donc j'étais tout à l'heure à Lyon avec Florian, aujourd'hui je suis encore à Lyon avec Jean, je ne vais pas me tromper. Jean qui c'est un rentier immobilier qui a créé son travail au début de sa trentaine. Donc restez bien sur la vidéo, on va parler un petit peu de son parcours, de comment il est arrivé à devenir rentier dans l'immobilier à seulement la trentaine. Donc Jean, salut. Salut. Je te serre la main. Tu vas bien? Bien, merci. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Donc on est à Lyon chez toi, c'est ça? Merci de m'accueillir. Chez moi, oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, quelle formation tu avais, comment tu es tombé dans l'immobilier? Ok. J'ai 33 ans, je vis à Lyon, enfin à côté de Lyon, juste à côté de Lyon. Okay. Tous mes investissements locatifs sont bien présents à Lyon. J'ai commencé à investir dans l'immobilier fin 2012 où j'ai acheté mon premier investissement locatif. Un appartement que j'ai divisé en deux, que je loue en location courte durée. Et puis après j'ai dupliqué cette stratégie avec d'autres investissements. D'accord. Bien sûr, on en parlait. Mais voilà, donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2012, fin 2012. C'est tout récent pour toi en fait finalement. Ouais, c'est ça fait 4 ans. Ouais. Voilà. Tu as commencé, tu avais 28 ans, c'est ça, pour l'immobilier de ton côté? Et donc voilà, aujourd'hui je vis mes revenus locatifs. Tu es, comme on dit, un fameux rentier immobilier à 32, 33 ans, c'est ça? Tu étais rentier avant même de quitter ton travail, c'est ça? Oui, bah c'est ça, parce que moi j'ai préparé, si tu veux, le terrain, j'ai bien sécurisé. Ouais, t'as raison. J'ai pas voulu m'envoler et partir de mon travail sans rien. Donc j'ai mis même un petit peu de temps avant de partir, même après avoir je dirais, déclenché des revenus assez conséquents. Il m'a fallu un petit peu de temps parce que j'avais un peu peur. C'est ça, la sécurité de tout quitter en fait. La sécurité de tout quitter, ouais exactement, ça, puis je sais pas, une peur interne, ça vous a c'est normal, ça se comprend. de quitter un emploi en CDI, même s'il ne me plaisait plus trop. Mais bon, c'était la sécurité et du coup, j'ai mis un peu de temps à franchir ce cap. Dans quel domaine tu étais? Alors j'étais dans la vente de logiciels. La vente de logiciels. Un truc pas très fun. Hein. Je vendais des logiciels de finance, de comptabilité aux experts comptables. Ok, aujourd'hui l'immobilier ça t'excite beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Ouais, c'est un peu plus sympa. Comment tu es tombé dans l'immobilier? C'est venu par hasard? Tu as vu quelqu'un dans ton entourage le faire? Comment tu as compris que l'immobilier ça pouvait t'apporter une certaine indépendance en fait? En fait, ce qui se passe c'est que... Bon, faut que je t'explique un peu mon parcours pour que tu comprennes. On a le temps. Ce qui se passe c'est que, je crois que c'était en 2008, si je ne me trompe pas sur les dates, j'ai intégré une grosse entreprise. Je pensais que c'était vraiment le truc à faire si tu veux. Intégrer une grosse entreprise, tu évolues, la réussite quoi. Voilà, un peu ça. Moi j'avais cette image en tête et du coup je suis arrivé dans cette grosse entreprise et je faisais un boulot qui me plaisait pas du tout. Et je gagnais pas bien ma vie du tout. Donc plutôt triste quoi. Donc j'étais pas bien, limite j'avais la boule au ventre le matin quand il fallait aller au travail. J'étais pas bien et j'ai cherché un autre job. J'ai trouvé un autre job assez rapidement dans une entreprise beaucoup plus petite, une petite PME. Et là ça s'est bien passé. Ça se passait bien, ça a duré un an, 2 ans. Tout se passait bien, je gagnais assez bien ma vie. Rien d'exceptionnel, mais tout allait bien. Et si tu veux, la société où je travaillais, où ça se passait bien, s'est fait racheter par la grosse société dans laquelle je travaillais avant. D'accord. Ça se passait pas très bien. Et donc à ce moment-là, je sais pas, il y a eu une espèce de déclic et je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Elle me colle à la peau celle-là. Je vais jamais m'en sortir, il faut que je trouve un truc, il faut que je génère des revenus par moi-même, fallait que je trouve un truc. Et c'est vrai que quelque part l'immobilier m'a toujours intéressé. J'avais commencé de regarder pour investir un petit peu avant parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je trouvais que des exemples, des rentabilités si tu veux à 3-4% et je me disais mais c'est pas possible. 3-4% je peux pas, c'est pas la bonne méthode. Puis après je me suis formé, j'ai assisté à des formations, des séminaires, des conférences, j'ai lu des livres. Voilà, je me suis nourri un peu d'expérience à droite à gauche et puis j'ai développé cette stratégie du coup qui en un temps record m'a permis de développer des revenus assez conséquents. Parce que finalement, en combien de temps? En moins de 5 ans, finalement, tu as commencé à 28 on va dire, de premier achat jusqu'à aujourd'hui tu as 33 ans. J'ai du mal à te parler en âge, plutôt en date, parce que je ne me rappelle plus quel âge j'avais à l'époque. Mais effectivement, j'ai commencé en 2012, donc fin 2012. Ok, premier achat. Premier achat, et si tu veux, dès ce premier achat, une fois qu'il a été mis en place, une fois que j'ai réalisé les travaux, que j'ai pu l'acheter, qu'on a mis le premier locataire, enfin les premiers locataires, cet appartement me générait 1000 € de cash flow en fait mensuel. Directement. Voilà. Ok. Donc presque un SMIC déjà sur une seule opération. Avec un seul appart. Donc je me suis dit là il y a peut-être possibilité de faire quelque chose et effectivement j'ai voulu recommencer. Ce que j'ai fait plusieurs fois par la suite.
Parce que du coup, si on en a bien compris, ta stratégie aujourd'hui, c'est vraiment 3 stratégies très puissantes en immobilier. Ça va coupler la rénovation, les appartements pourris que tu rénoves, plus de la division pour faire d'un appartement plusieurs appartements, c'est ça. plus de la location saisonnière, location pour durer des touristes ou professionnels. Donc c'est vraiment 3 stratégies qui déjà de manière isolée dégagent à mort du cash. C'est ça. Toi, tu t'es dit, je fais les 3 comme ça. Bah en fait, je me suis pas dit, je fais les 3 comme ça. Si tu veux, c'est mieux. En fait, j'ai trouvé un appart qui se prêtait vraiment à ça au départ. Donc par hasard, du coup, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et bon, j'avais entendu parler aussi à droite à gauche de la location saisonnière. Et c'est vrai que chaque stratégie, si tu les utilises indépendamment les unes des autres, elles sont déjà puissantes. Mais si tu les associes entre elles, là c'est stratosphérique. Ça n'a plus rien à voir. Avec très peu d'appartements, tu peux te générer des revenus conséquents qui remplacent un salaire. Donc là, du coup, premier appartement, une visite, t'as trouvé, c'était quoi, un appartement traversant, comme on dit? Oui, bah celui-là, il était traversant, exactement. Est-ce que tu nous dis, ce que c'est un appartement traversant, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, un appartement traversant, bah tout simplement, on dit qu'il est traversant parce qu'il y a des fenêtres des deux côtés, en fait. Donc en deux, il y a encore des fenêtres. Voilà. Donc chaque appartement a bien ses fenêtres. Lorsqu'on divise, et du coup, ça facilite la division. Lorsqu'on a un appartement traversant, c'est beaucoup plus simple. Donc cet appartement, en fait, quand tu rentres, ce qui se passait, en fait, il avait un gros défaut, c'est que tu faisais 1 mètre et tu avais un mur qui était en plein milieu de l'appartement. D'accord. Donc du coup, si tu veux, toutes les personnes qui visitaient cet appartement, ça les freinait un peu. Elles se retrouvent face à un mur, en fait, c'est ça, dès l'entrée. Elles se retrouvent face à un mur, porteur en plus, donc tu peux rien faire. Et du coup, ce truc-là, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Et moi, quand j'ai vu ce truc-là au milieu, je me suis dit, c'est parfait pour faire un hall d'entrée, si tu veux, un petit sas commun, un couloir, un hall d'entrée. Et puis, pour rediriger, du coup, vers 2 appartements. Donc ça, c'est une division en 2. Oui, ça, c'est une division en 2. Est-ce que l'agent immobilier t'a dit directement, je veux un appartement traversant, je vais faire une division? Est-ce que c'était encore un petit peu aléatoire à ce moment-là, quand tu as commencé à chercher pour ton premier bien? Non, en fait, si tu veux, moi, j'ai fait pas mal de visites. Enfin, je sais plus combien, mais j'ai fait quelques visites pour trouver des appartements à rénover, ce que tu appelles ta première stratégie. Je voulais un appartement à rénover pour que je puisse y apporter de la valeur, apporter ma petite touche perso. Et du coup, j'ai vu cet appartement qui était d'une surface assez grande. Je me suis dit pourquoi pas le diviser. Il fait 63 mètres carrés carrés et il fait 70 au total. Belle surface pour faire 2 appartements. Ça fait 2 appartements très corrects, de T2, voilà, avec une chambre chacun. Ça fait 2 appartements très corrects. Je sais plus du coup quelle était ta question. Oui, si j'avais visé déjà une division. Ouais, je recherchais ce type de bien, clairement. Après, j'avais pas indiqué à l'agent immobilier que je cherchais ce type de bien. Ça s'est trouvé un petit peu par hasard. Et d'ailleurs, quand j'ai visité l'appartement, je lui ai demandé si on pouvait le diviser et il était perdu. Il savait pas trop. Non, il connaissait pas. Mais souvent, les agents immobiliers ne connaissent pas. Alors, je ne veux pas faire de généralité. Si vous êtes agent immobilier et que vous voyez cette vidéo, vous êtes peut-être très informé et voilà, vous connaissez peut-être. Mais une majorité qui ne connaissent pas. Justement, toi, comment tu connaissais première opération? Tu arrives, hop, division, tu ressens le potentiel de tout ça. Comment on fait quand on arrive pour diviser? Est-ce que c'est pas trop dur? Alors je vais dire honnêtement, j'ai peut-être été un peu inconscient parce que je me suis lancé un peu tête baissée et je me suis peut-être pas rendu compte au départ de ce qu'il y avait à faire. De ce qu'il y avait à faire. Et c'est pas de ce qu'il y avait à faire, mais c'est plutôt des petits points techniques sur lesquels il fallait réfléchir. Genre les pentes d'eau, des choses comme ça. Voilà, alors les pentes d'eau ça a été, on a su gérer. Mais si tu veux, quelques temps après les travaux, j'ai dû refaire une partie des travaux parce qu'on avait mal géré. Si tu veux. À quel niveau du coup? Par exemple, la ventilation. Tu vois, quand tu divises un appartement en 2, il faut beaucoup plus ventiler qu'un appartement classique. Donc les deux appartements ventilés en fait. Voilà, parce qu'en fait, tu te mets à recréer des pièces d'eau qui n'étaient pas des pièces d'eau à l'origine. 2 fois plus d'humidité. Donc du coup, voilà, techniquement, il y a des contraintes à gérer. Alors, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes administratives. Il y a plusiures choses à regarder. Au départ, j'étais peut-être un peu inconscient et j'ai eu de la chance. Au fur et à mesure du temps, si tu veux, j'ai appris. Je connais maintenant toutes les choses qu'il faut regarder et du coup, ça m'a permis d'enchaîner les opérations et maintenant d'en faire plusieurs et d'aller beaucoup plus vite et d'éviter toutes les erreurs. La naïveté a quelque chose de bon parfois finalement. Donc, la chance, dans ce cas-là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de chance, un petit peu de réussite aussi et il fallait le faire aussi. Donc la chance a une part à sa part dans cette réussite, mais il n'y a pas eu que de la chance parce qu'il fallait quand même le faire. Mais maintenant, effectivement, je ne miserai pas sur la chance pour réaliser cette opération. C'est ce qu'il faut regarder clairement. Exactement.
exactement, je sais exactement ce qu'il faut regarder, ce à quoi il faut faire attention, gérer les points techniques, administratifs aussi, pour pas se faire embêter. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, 2-3 points les plus importants à regarder lors d'une division, pas forcément tous les points, parce que je me doute qu'il y a beaucoup de choses à regarder lors d'une division. Alors je vais te dire honnêtement, déjà, c'est tu regardes pas l'appartement. C'est pas franchement la première des trucs à regarder. Le premier, ça oui, de toute façon, alors bien sûr, il faudra regarder certaines choses, mais le premier truc à regarder, c'est le règlement de copropriété. D'accord. Ça, c'est le truc que j'ai pas fait. J'ai eu de la chance parce que mon règlement de copro s'y prêtait. Donc ça peut être écrit quoi dans le règlement de copro? C'est interdit de diviser? Par exemple. Par exemple, tu as des règlements de copropriété qui interdisent de diviser un appartement. Même si c'est que de l'aménagement intérieur sans création de lot? Oui. C'est quelque chose qui est interdit parce que c'est chez toi quand même. Bien sûr. Parfois, tu as une clause dans les règlements de copro qui te dit l'aménagement d'appartements en chambres meublées distinctes, meublé est interdit. Un truc dans ce genre-là, tu vois. Donc là, tu vois, quand tu as ce genre de clause, ça c'est interdit pour toi. Ah ouais, tu peux pas. Parce que c'est exactement clause, elle est assez abstraite en fait. Ah mais elle est très concrète au contraire. Parce qu'en fait, tu as un appartement, c'est un lot juridique, et tu crées à l'intérieur deux espaces de vie, deux chambres entre guillemets si tu veux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la loi, tout est sujet à interprétation. Et si tu as la copropriété qui se met contre toi, et qui va dire attendez, les chambres meublées c'est interdit, vous faites des chambres meublées distinctes ou à des personnes différentes, qu'est-ce qui se passe? Alors le risque peut être assez faible, mais il y a un risque quand même. Si ça arrive, tu es un peu embêté. C'est vrai que sur beaucoup de groupes d'investisseurs, on retrouve des gens qui posent la question de cette clause et ne savent pas trop comment interpréter. C'est souvent des vieux règlements de copropriété. Certains disent que c'était pour la prostitution dans le passé, d'autres que c'était pour. Alors la prostitution, on voit souvent les chambres garnies. C'est écrit ça dans le règlement? Ouais, souvent tu as les chambres garnies. Chambre garnie, c'est joliment dit. Donc tu as plein de petites clauses comme ça sur lesquelles il faut faire attention. Je dirais que techniquement ça va, ça roule. Si tu veux, quand tu as une équipe d'artisans qui est compétente, tu sais ce qu'il faut regarder, ça va. Mais en amont, avant de regarder l'appart, tu valides ton règlement de copro. C'est pas très compliqué, tu sais ce qu'il faut regarder. Il faut trouver la phrase dans le bon paragraphe, c'est terminé. Exactement. Quand tu sais regarder, ça prend 5 minutes. En 5 minutes, c'est réglé. Ça, c'est la première chose, le règlement de copropriété à regarder. Et puis, deuxième truc, c'est techniquement. Les ouvertures, les évacuations, tu regardes ce genre de choses. Donc, tu fais venir une équipe d'artisans qui te valide ou non le projet pendant la signature du compromis, voire même avant, c'est ça? Exactement. Et donc là, ils te disent oui, prendre en charge, c'est bon. Exactement. C'est quoi le plus gros problème que tu peux avoir de la part d'un artisan qui va te dire non, là, ça va pas être possible? C'est les arrivées d'eau, c'est quoi? L'eau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ça, l'eau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que les ouvertures, entre guillemets, c'est que de l'aménagement, tu modules ton schéma, ou tu as un appartement traversant, comme on parlait tout à l'heure, donc là, c'est facile de voir. Mais les évacuations d'eau, parfois, il faut les. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que là, on parle de ta première division en 2, mais tu en as fait une par la suite de 4. Là, l'eau, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il n'y a qu'un seul point d'eau à la base. Exactement. Tu peux faire des colonnes, des pentes, des faux plafonds, mais il faut le faire, c'est pas toujours évident. Alors après, tu as des solutions qui existent, genre par exemple, tu peux mettre des pompes de relevage, des sanibroyeurs. Alors ça, est-ce que c'est bien? J'en ai pas beaucoup de bien. Alors moi, j'en ai pas. Honnêtement, justement, tu vois, on a réussi à gérer une division en 4 et il n'y en a pas. Comme on a géré ça, tout simplement, on a une petite estrade à un endroit, et puis ça permet de faire évacuer un tuyau, tu vois, qui est un peu plus incliné. Voilà. Elle était inexistante cette estrade, c'est vous qui l'avez créée. On l'a créée, et puis en fait, ça choque pas du tout. Ça rajoute même un petit truc à l'appart si tu veux, donc c'est pas du tout gênant. Mais l'eau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et c'est un truc qui a validé bien évidemment avant d'acheter. Alors si je peux me permettre une petite astuce là-dessus, il ne faut pas s'arrêter à ça. Moi, ma stratégie, c'est-à-dire que quand je trouve un appartement qui semble correspondre, je fais une offre tout de suite. Et après, je repasse visiter avec mes artisans. Je bloque l'appartement parce qu'il y a tellement de concurrence, si tu veux. Alors moi, je parle de Lyon parce qu'ici on est à Lyon, ça doit être la folie. Il y a tellement de concurrence, ça va tellement vite que quand il y a une opportunité, il faut se positionner tout de suite. Tu fais une offre, ça sera accepté, puis ensuite tu analyses les papiers, les procédés-verbaux. Après, même une fois que tu as fait ton offre, qu'est-ce qui t'empêche d'annuler cette offre? Rien. Tu as non seulement un délai pour annuler cette offre, en plus après, même si tu vas un peu plus loin, tu signes le compromis, tu as encore un délai de rétractation. C'est vrai qu'en France, c'est bien, l'acheteur est assez protégé. On est assez protégé, on dit toujours que les locataires sont très protégés en France. C'est un autre sujet, mais en tant qu'acheteur aussi, on est assez protégé, ça c'est plutôt cool. Honnêtement, Donc voilà les petits conseils, les deux petits conseils que je peux donner avant de se lancer dans une division. Regardez ces 2 points, donc pour les travaux, valider avec un artisan de confiance, quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Et deuxième point, le règlement de copro. Règlement de copro, ok. Quand tu finis une division comme ça, de par exemple en 4 sur cette opération, ça prend du temps les travaux? Enfin, il faut compter beaucoup plus de temps qu'un Pas tant que ça. Si tu veux, là j'ai une division en 2 en ce moment qui est en cours, qui est en train de se terminer. Elle m'aura pris plus de temps que ma division en 4.
D'accord. Tu vois, pour quelle raison alors? en fait, tu sais, quand tu divises en 4 ou en 2 même, très souvent tu rases tout. Tu rases tout et tu reconstruis. Donc ça prend pas forcément plus de temps, en tout cas avec l'équipe de rénovation avec laquelle je travaille, si tu veux, entre 2 et 3 mois, on gère une rénovation complète. Donc c'est rapide, Certains mettent ça juste pour un studio classique, Ok. Donc toi, tes appartements, on n'a même pas dit combien d'appartements t'as aujourd'hui? Alors, j'ai un peu du mal à répondre aussi parce que ça dépend comment tu comptes. Ok, bah dis. Donc j'en ai un premier qui est divisé en 2. Donc là c'est pareil, est-ce que tu comptes 1 ou 2? Un autre qui est divisé en 4. Donc ça fait 6. En soi, c'est des appartements quand même. Quand tu prends la division en 2, c'est 2 appartements. Enfin, moi, je pense que c'est 2 appartements. Pour moi, c'est 2 appartements dans le sens où j'en exploite 2 avec des locataires différents, avec une gestion différente. Maintenant, ça reste un seul lot juridique. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais au niveau des divisions, on peut diviser comme ça, de cette manière, mais on peut aussi créer des lots juridiques différents. C'est ça. Toi, tu as décidé de ne pas faire de lot juridique. Voilà, tout simplement au niveau de... Parce que ça demande un peu moins de contraintes administratives. C'est la taxe moins parking, de temps. des choses comme ça aussi. Alors là encore, c'est un autre point, pas forcément. Ok. À Lyon, par exemple, la taxe parking, elle n'existe plus. Mais tu dois en créer peut-être. Mais tu dois avoir un parking dans un rayon de 300 mètres. Donc que tu as à toi, que tu as acheté, mais pas forcément loué, c'est que acheter là, c'est ça? Acheter. Ok. Tu dois acheter un parking dans un rayon de 300 mètres ou alors on a la possibilité de louer une concession à la ville de Lyon. D'accord. Ils appellent ça LPA, c'est les Lyon Parc Auto. Ok. C'est les parkings publics en fait de la ville de Lyon. Combien ça Et t'aura tu coûté? prends une concession pour 20 ans, je crois. Et ça coûte à peu près 25 000 euros. Sur les 20 ans pour une seule concession. Ouais, exactement. Mais ça, c'est si tu fais une division au niveau juridique. C'est ça. Voilà. C'est ça. Si tu crées des lots juridiques différents. Bien distincts sur le lorsque cadastre, tu fais de l'aménagement d'intérieur, comme je peux le faire, tu n'as pas besoin de passer par ce type de contrainte. Est-ce que ça t'aurait coûté un bon billet? 6 appartements que tu as créés, on va dire un parking à Lyon, c'est quoi, 10, 15, 20 000 euros à acheter? Ouais, c'est ça. Donc on fait vite les maths, ça fait un bon billet quoi. Si tu veux diviser en lot juridique, je dirais que ça dépend. En fait, oui, c'est une somme, mais maintenant, si tu divises en lot juridique, si tu fais des lots juridiques différents, c'est un truc qui peut s'étudier si tu veux. Faut pas regarder que le coût, faut regarder aussi ce que ça peut te rapporter. À la revente notamment. Exactement. Ouais. Combien tu vas pouvoir générer en plus, à une revente si tu fais ça? Est-ce que ça vaut pas le coup d'injecter, je sais pas, 20 000 euros si tu en récoltes 50 de plus derrière? Je sais pas, je te dis des chiffres un petit peu au hasard comme ça, mais c'est des calculs. Faut pas, je dirais, être fixé et se dire, bah non, c'est 20 000 euros, ça m'augmente, ça va. Faut voir que le coût en fait, faut voir un petit peu derrière aussi. Voilà, exactement. Parce qu'après, tu aurais quoi? Tu aurais aussi le coût d'un géomètre dans la copro à faire passer. Ouais, pour ça faire c'est pas grand chose. 2000 euros, je crois à peu près. Même pas. J'avais vu 2000 passer, Faut que les copropriétaires soient d'accord aussi du coup. Si tu fais un lot juridique différent, il faut faire une demande auprès de l'Assemblée Générale. Donc tu peux faire lors de l'Assemblée classique ou tu peux convoquer une Assemblée Générale extraordinaire. Donc il y a quelques frais, une petite autorisation à avoir au niveau de la mairie, de la copro, mais bon, toi tu l'as pas fait toi par exemple. Pour quelle raison? Parce que c'est inutile dans mon cas. J'ai pas envie de revendre. Moi j'achète et j'ai pas envie de revendre derrière. Si tu veux, quand j'achète un appartement, limite c'est presque à vie quoi. J'ai aucun intérêt et puis comme tu l'as dit, ça crache à mort. Ça me rapporte de l'argent tous les mois. Pourquoi donc vendre ça? Il y a assez peu d'intérêt pour moi de les revendre. Si tu veux, le prix de revente, tu vois, c'est un petit peu ce que je te disais il y a un instant. Est-ce que le prix de revente du bien me permettrait, avec ce surplus d'argent, si tu veux, de me générer 1000 euros par mois de manière récurrente comme je l'ai aujourd'hui? Je pense pas. Quel placement me permettrait d'avoir ça aujourd'hui? Il y en a très peu. Je n'en connais pas. Donc c'est pour ça aucun intérêt de le revendre. Et puis c'est quelque chose que... En fait, moi, ma stratégie, c'est de se dire, tu génères beaucoup de cash maintenant, mais en plus, tu amortis le capital de ton bien. Patrimoine. Donc tu gagnes 2 fois en fait. Plus l'appréciation, plus tout ça, etc. Donc pour moi, c'est peu d'intérêt de revendre. On est plutôt d'accord. Je pense que ça serait dommage de revendre ça. Puis ça demande de l'énergie, du temps, mine de rien, d'acheter un bien. Quand tu veux trouver le bon bien, il faut trouver le bien qui correspond. Faut faire des visites, il faut gérer les travaux. Enfin, tout ça, ça prend du temps quelque part. Et ce temps-là, je sais pas, moi je me vois mal me dire ce temps-là, j'ai fait une plus-value de 20 000 euros. Il faut que tu recommences tout après depuis le début. Le temps que tu as investi, si tu estimes que tu n'es pas encore assez amorti pour pouvoir revendre tout de suite ou même revendre. J'ai pas un objectif de revente en fait. Ça, voilà. Je vois beaucoup de personnes qui sont assez attirées par les achats-reventes parce que ça permet de générer du capital. Effectivement, sur le papier, c'est intéressant. Maintenant, vu le stress que ça génère, les contraintes, etc., et toujours devoir recommencer depuis le début, franchement, moi je préfère repartir sur un deuxième bien, un troisième bien, un quatrième. Et accumuler les rentes.
Exactement. Rester rentier immobilier, avoir ton cash flow et être tranquille, quoi. C'est ma stratégie. Ouais, j'adore. D'autant plus que tu fais de la location saisonnière, donc il n'y a pas toutes les contraintes de la location long terme, genre avoir des boîtes aux LED, des sonnettes, ou l'électricité, des choses comme ça. Tu mets tout toi ton nom, tu es tranquille. C'est ça. Et c'est tranquille, donc c'est vrai que la division, même si elle n'est pas officielle, bah, tu t'en fous. C'est top. Peu importe, et moi, la copropriété dans laquelle je fais ça sont parfaitement au courant. Ouais, pas de problème. Pas de problème, quel problème il peut y avoir? Une fois, j'ai eu un problème et je veux dire, il n'y a pas de sujet. Si tu veux, il n'y a pas de sujet. Ouais, t'as les papiers, t'es en règle, t'es déclaré, t'as ta exactement, on a respecté le règlement de copro. Moi, je fais même à chaque fois, même si je suis parfaitement dans les clous, tout ce que je fais, c'est parfaitement légal. Avant de faire une division et avant d'acheter, je demande même un courrier au syndic demandant l'autorisation de diviser. Comme ça, tu as une preuve noire sur blanc. Exactement. Au cas où, voilà. Avant de signer chez alors, ce n'est pas une autorisation d'assemblée générale. C'est simplement une démarche qui montre que moi, j'ai voulu être parfaitement dans les règles. Il n'y a pas de sujet particulier. Mais c'est une protection inutile quelque part. Mais je suis quelqu'un qui... C'est quand même là, c'est noir sur blanc, tu l'as compris, tu l'as compris depuis le début qu'on réalise cette vidéo. Moi, j'aime bien être blindé. Voilà, blindé. C'est jamais trop. Donc voilà, je fais plus que ce qui est nécessaire. Non mais c'est top. Du coup, on parlait de quoi? Je t'ai demandé combien de temps t'avais du coup. Ah oui, excuse-moi, pardon, c'est vrai qu'on a des... Il y a tellement de trucs à aborder. J'ai encore plein de questions dans la tête en plus là, donc c'est pas terminé. Donc j'ai un premier appart divisé en 2, un deuxième divisé en 4. 6, ok. Après, je gère des appartements qui ne m'appartiennent pas, donc je fais de la sous-location de manière complètement légale. Voilà, mais c'est quelque chose d'un peu particulier encore une fois. On va pas parler de sous-location de cette vidéo parce que ça sera vraiment une vidéo à part. Sinon on va y passer 2 heures. Mais et puis après, donc là j'ai racheté un autre appart divisé en 2. Et là j'en ai un autre, bon j'ai pas trop envie de parler pour l'instant, c'est une surprise. Et qui est en cours, voilà, qui va arriver d'ici quelques mois. Juste pour dire un petit mot sur la sous-location, c'est vrai qu'en France, il y a la loi qui dit très clairement que c'est interdit de faire des bénéfices avec de la sous-location. On peut simplement faire combler ce qu'on aura payé au niveau de son loyer, pas plus, avec l'autorisation du propriétaire. C'est vrai. Il faut savoir qu'il y a quand même des exceptions. Jean le sait très bien, puisque je mettrai tout dans la description, mais il prépare notamment une bonne formation sur ça. Il y a des stratégies pour faire des bénéfices avec la sous-location, tu le confirmes? Oui. En fait, c'est même plus que des stratégies, c'est que voilà, il faut être... c'est soit tu es dans les règles, soit tu n'es pas dans les règles. Et effectivement, comme tu le disais, quand tu loues un appartement, si par exemple moi, n'importe qui veut louer un appartement pour en tirer des bénéfices, on voit beaucoup de personnes en ce moment qui font ça. Ça fait un peu l'actualité et qui se font rattraper parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Ils n'ont pas mis les bons documents en place, les bons contrats de location en place avec les propriétaires. Ils ne se sont pas, ils n'ont pas créé tout ce qu'il fallait autour. L'écosystème autour. Pour le faire de manière légale. Il est possible de le faire de manière légale. C'est pas non plus, je dirais, une solution magique, parce qu'il y a aussi des contraintes. Comme quand tu achètes, il y a des contraintes. Il y a aussi des contraintes. Mais c'est une solution qui existe et qui permet de générer des revenus avec l'immobilier sans avoir à emprunter, sans à passer par la case acquisition. C'est ça, sans s'endetter. Donc si tu es bloqué par les banques souvent, une alternative. Ça peut être une alternative. Notamment pour les jeunes qui veulent se lancer, etc. Enfin bref, comme on l'a dit, c'est pas la vidéo, ça durerait trop longtemps. Pardon, pour pas tout dire. Je parle beaucoup, excuse-moi. Non, justement, c'est très bien. Mais sachez qu'en tout cas, c'est possible en France, sous location au bénéfice, même si la loi dit que c'est pas censé être possible. Il y a des astuces, il y a des choses à faire. La loi dit que c'est pas possible et c'est vrai. Maintenant, il y a des solutions pour le faire de manière légale. Voilà. Pardon, excuse-moi, je parle un peu moins. Je mettrai tout ce qu'il faut dans la description pour te rediriger vers toi et ton produit si vous voulez en savoir plus. Du coup, t'exploites tout ça en saisonnier. Oui, moi je fais que de la location courte durée. Ok, donc sur 12 appartements. Voilà, 12, bientôt 15. Bientôt 15. Quelques mois, j'en aurai 15. Alors, dis-nous tout, parce que dès qu'on parle de saisonnier, déjà un appartement, on nous dit oui, mais tu t'es fait un travail. On vient de dire que tu es rentier immobilier, mais beaucoup de gens, tous les jours, c'est toi qui vas faire le ménage pour récupérer les chiottes et attendre le mec à 3 heures de retard. Alors, comment ça se passe? Je vais dire honnêtement, au tout départ, mon premier appart divisé en 2, au départ, je le faisais moi-même. Ouais, normal ça. Parce que je savais pas, j'avais rien mis en place et puis c'était le début. Donc c'est normal, au début on a envie de se rendre compte et voilà. Donc c'est tout à fait normal au début de vouloir le faire soi-même, on a envie d'économiser des frais, etc. Maintenant, quand tu as un appart ou quand on a 15, tu peux pas les gérer de la même manière. C'est clair. C'est plus pareil. T'as pas le temps. Donc il faut savoir s'entourer. Moi j'ai des personnes qui gèrent pour moi les entrées-sorties, qui gèrent la signature des contrats, qui gèrent le ménage, qui gèrent l'administratif. Donc en fait, quelque part, c'est une petite entreprise. C'est ça, c'est un vrai business. Et c'est un vrai business, c'est un petit peu comme si tu disais, je sais pas, là tu vois, on se retrouve dans un bar
Le patron du bar, est-ce qu'il fait le service? Est-ce qu'il fait le barman? Est-ce qu'il fait le lavage de la moquette le soir? Non. Ouais. Voilà, il a une équipe qui s'occupe de ça, c'est son activité. Le patron du bar, il est peut-être même pas ici, il est peut-être à Miami en ce moment, on n'en sait rien. C'est pas. Tu vois, et c'est pas pour ça que son business il tourne pas. Ben, moi, c'est pas. Voilà, c'est une petite activité qui tourne avec des équipes qui sont en place. Donc tu as plusieurs personnes aujourd'hui, tu en as combien qui travaillent pour toi là, pour gérer ces appartements? Alors si tu veux, aujourd'hui, j'ai une personne qui gère tout ce qui est un petit peu réponse au téléphone, ce genre de choses. Alors je sais pas si on peut appeler ça administratif, commercial, le marketing. SAV, je sais pas, ouais. Voilà. Gestion client. Voilà. Et après, pour tout ce qui est entrée, ménage, etc., c'est pas quelqu'un que j'ai recruté, hein, c'est une société extérieure qui gère ça. Donc pas en que fait, pour toi et pour d'autres propriétaires aussi. Et pour d'autres propriétaires aussi. Voilà. Au début, ils le faisaient que pour moi, puis après, ça marchait bien. Donc ils ont pu lancer leur activité. Il a lancé en fait, le mec a créé sa société. Je crois qu'il gérait peut-être un autre appart un petit peu de temps en temps, voilà. Et puis depuis, ben ouais, moi déjà j'en ai 15, enfin j'en ai 12, pardon, je te dis pas de bêtises, 12 et 15 bientôt, donc je suis un gros client pour lui, ça lui a permis aussi de développer ça auprès d'autres personnes que je connais qui font ça aussi à Lyon. Et du coup, il a beaucoup de boulot aujourd'hui. Lui, il a dû recruter des personnes, des femmes de ménage. Bon, il a tout un personnel. Moi, je m'en occupe pas. Voilà, moi, je m'en occupe pas. C'est pas mon problème. Ce que je souhaite, c'est que quand il y a une réservation qui tombe, lui, il appelle la personne, ils s'organisent entre eux. Et c'est tout. Moi, je m'occupe de rien. Quoi. Ça, c'est une société lyonnaise. C'est pas une grosse société comme on connaît, BNB-Sitter, etc. C'est vraiment une société lyonnaise assez petite, quoi, qui fait ça bien, quoi. Alors les BNB-Sitter, tout ça, j'ai regardé, mais c'est un peu cher. C'est cher, c'est le problème de tout ça. Donc ça devenait pas rentable en fait. C'est plus pour les gens qui vont partir 1 ou 2 semaines en vacances et qui vont vouloir amortir un peu leur appartement. Ouais, ou alors je pense que ça peut être sympa dans les endroits où tu loues assez cher. Alors Paris, je sais pas quel prix tu loues. Les grosses villas peut-être sur la côte, ça peut être sympa. C'est ça. Mais quand tu parles d'un loyer moyen, moi je loue à peu près 65 € par nuit. Ok. Voilà, ça devient. Et sur des courtes durées, sur des courtes durées, ça devient pas rentable. Tu appliques un certain nombre de nuits minimum, ou pas du tout? Au début, je faisais 3 nuits, après j'ai fait 2 nuits. Des fois, je fais même une nuit. En fait, si tu veux, ça ne me demande pas de contrainte de me dépasser, donc contrôle limité. Quand c'est délégué. Et plus il y a de volume, plus ça fait travailler la société avec laquelle je travaille, donc plus ça lui génère du chiffre d'affaires. Elle est contente. Donc voilà, tout le monde va y gagner. C'est ça. Aujourd'hui, tu as investi dans tes appartements via quelle structure juridique, en nom propre, en société? Les deux. En fait, si tu veux, au départ, j'ai acheté en nom propre. Ok, forcément pour commencer, on ne sait pas où on va, on y va tranquillement. J'avais pas ces notions de. Voilà, je savais pas trop. Pour moi, il n'y avait pas d'autres possibilités. J'avais pas imaginé d'autres choses en fait. Donc j'ai acheté en nom propre les 2 premiers apparts. Et depuis, je me suis constitué une société. Type SAS. C'est une SAS, exactement. Qui me permet d'acheter mes appartements et qui se charge aussi d'exploiter les appartements, donc de louer les appartements sur lesquels je suis pas propriétaire. D'accord, elle fait les deux choses. Voilà, ça me permet de générer du chiffre dans ma société. Elle fait ces deux choses-là. Et du coup, maintenant, tout ce que j'achète, donc les produits que j'achète, enfin les appartements que j'achète aujourd'hui et ceux que j'achèterai à l'avenir seront dans ma société. Du coup, tu penses conserver tes appartements que tu possèdes en nom propre pour l'instant? Tu penses les revendre ou même peut-être les inclure directement dans ta foncière? J'ai pas de stratégie de revente. Maintenant, effectivement, comme je les ai achetés en nom propre, je me pose cette question. Comment faire? Peut-être qu'à l'avenir, je vais les revendre ou je les inclurai dans ma société. Le problème, c'est que ça coûte des frais. 4-5%, je crois, à peu près. Combien? 4 à 5%. C'est un peu moins que les frais de notaire. Je sais pas. Je ne me suis pas vraiment renseigné. Je sais que ça coûte des frais. Je sais pas comment tu les as achetés, mais c'est un bon billet, surtout à Lyon. 60 mètres carrés, tu m'as dit le premier à Lyon, 3 000 €, 180 000, 200 000 € l'OP. C'est des frais. Donc, c'est des frais un peu inutiles quelque part. Ça va te coûter 10 000 €. Donc, voilà, c'est un arbitrage à voir. Pour l'instant, j'estime que j'ai pas encore assez de stock d'appartements pour me dire que je me sépare de mes 2 premiers qui sont quand même très rentables. Voilà, puis ça me fait un peu mal au cœur, je veux dire honnêtement, de les revendre. C'est une belle opération, tu veux les garder. Mais bon, peut-être que je les revendrai. Peut-être. Ces deux-là, en tout cas, après tout ce qui est en société, je ne revendrai pas. C'est pas urgent en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui, avec tous tes appartements, est-ce que tu peux nous dire combien tu dégages en cash flow ou pas? C'est compliqué à te dire. Alors, premier appart, 1 000 € à peu près. Donc tout remboursé. Une fois que tout est payé, 1 000 €. Et intérêt d'emprunt. Voilà, une fois que j'ai tout payé, toutes mes charges, vraiment tout ce qu'il y a. Ça, ok. Deuxième appart, il reste à peu près 3 000 €. Le deuxième appart, c'est celui qui est divisé en 4. En 4, donc forcément plus de cash flow à la fin. Entre 3 et 4 000, mais je dirais que c'est plus autour de 3 000. Et donc les sous-locations, à peu près 3 000 aussi. Pour les 6? Pour les 6 au total. Donc c'est à peu près 500 € par appart en fait. Ok.
Et donc là, celui que donc j'en suis à, je sais pas combien ça fait. 3 et 1, c'est ça? Voilà, c'est ça, 7, ok. 7000. Et là, celui que je prévois, enfin que je vais mettre en location très prochainement, parce que je suis en train de le mettre, on vient de terminer les travaux, je prévois à peu près 1500 €, entre 1500 et 2000 € de cash flow sur ce bien. Voilà. Ok. Donc à 8,5, 8500. En fait, si tu veux, j'ai eu du mal à te répondre à cette question. Pourquoi? Parce que cet argent, je ne le reverse pas. Et dans ma société, il reste là, ça me permet de réinvestir, ça me permet de rassurer le banquier sur mes prochains investissements, montrer que mon activité elle fonctionne. Pour l'instant, je ne me verse pas ces revenus. D'accord. Voilà. Ta société elle est imbriquée dans un schéma fiscal particulier avec une autre société à côté ou pour l'instant? Pas pour l'instant. Ok. Pour l'instant, c'est vraiment une société qui est complètement isolée. Et elle fait que ça. Ok, c'est top. Donc 8500 € net le cash flow en moins de 5 ans. Alors je sais pas si tu peux parler de net. Ouais, enfin, dis-moi. Tout dépend ce qu'on veut dire par net, brut, tu vois, etc. Parce que j'ai pas payé mes impôts une fois que j'ai fait ça. Bien sûr. Maintenant, sur ce que j'ai acheté en nom propre, je suis fiscalement au régime du réel simplifié, ce qui fait que pendant l'MNP au régime du réel simplifié, c'est important. Parce que c'est ce qui permet pendant une certaine durée de ne pas payer d'impôts du tout. Et ce qui est en société, tu es sur l'impôt sur les bénéfices. Donc si tu investis, tu ne payes pas d'impôt. Tu payes sur ta marge, sur ton bénéfice. C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, ton imposition, on peut dire qu'elle est quasi nulle. Oui, parce que j'investis. Moi, je voilà, tu continueras à investir. Exact. Bon, l'MNP, tu en as encore pour combien d'années, tu sais, par exemple? Parce que tu as fait des gros travaux. J'ai fait fin 2012. Mon comptable m'avait dit que c'était entre 5 et 7 ans. Ok. Donc, à voir. Donc, tu verras... Là, ça fait 3 ans pour le premier. 2012, 13, 14, 15... Non, ça fait 4 ans, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Ça fait 4 ans pour le premier. Donc peut-être que d'ici 2 ans, tu vas payer un peu d'impôts. Ce sera peut-être l'occasion d'apporter à ma société ou de revendre. Je sais pas, à voir. Ouais, tu verras. Pour l'instant, pas d'imposition. Donc du coup là, tu as une opération qui est en cours. Tu comptes continuer comme ça jusqu'où? J'ai pas de limite. T'as pas de limite tant en que la fait, banque souvent, te on me disait, on m'a déjà posé cette question, on me dit, mais t'en veux combien? En fait, j'ai pas de combien, si tu veux. Au début, j'essayais de répondre à cette question, je me disais, il m'en faut 50, il m'en faut 100. En fait, je m'en fous. Si tu veux, j'aime bien, ça, en fait. Ça me plaît, voilà, je trouve ça sympa. Ça me permet à chaque fois chaque nouvel investissement, ça augmente quelque part mes revenus. J'aime bien ça, ça me permet de constituer un patrimoine. Donc j'ai pas forcément envie d'arrêter, j'ai pas forcément de limite si tu veux, de me dire à tel stock j'arrête. Tu verras bien. Ouais, je me prends pas la tête, on verra bien. Puis si tu veux, je me rends compte aussi d'un truc, c'est que quand tu prévois de faire des choses, les choses elles se passent jamais comme prévu. Ouais, ça c'est vrai. Tu sais, tu changes souvent et c'est la vie qui est comme ça. Dans les travaux par exemple, je suppose que tu as dû en avoir des belles. Ouais, des fois tu prévois des trucs et ça se passe pas comme prévu. Et moi je vais dire, je sais pas, je te parlais un peu de mon histoire quand j'ai intégré la deuxième société. Jamais j'avais prévu que quelques temps après, elle allait se faire racheter et que j'allais en arriver là aujourd'hui. On sait pas, parce que moi à l'époque, je me disais, je vais rester dans cette société, c'est super, je suis épanoui. En fait, non. Il y a toujours des trucs qui se passent dans la vie qui font que tu sais pas en fait. Donc je trouve que c'est un peu dur de répondre à cette question. Moi j'ai du mal à répondre. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu te lèves pas chaque matin aujourd'hui comme avant en mode flemme d'aller au taf. Écoute, tu sais quoi? Il y a un truc qui est bizarre, c'est que je me lève à peu près à la même heure qu'à l'époque. Sauf qu'à l'époque, je mettais mon réveil et c'était dur. Aujourd'hui, je me réveille sans réveil, naturellement. Et je suis content de me lever. Ça veut tout dire, ça. Et là, franchement, c'est top. Ça, c'est top, c'est top. Franchement, c'est le bonheur. Ça, c'est cool quand même. En moins de 5 ans, parce que c'était compliqué en moins de 5 ans de se créer 8500 € de rente nette via l'immobilier, honnêtement. Bon, c'était pas facile tous les jours, je me dis. Est-ce que c'est très compliqué? Non, parce que cette question, elle est dure aussi à répondre. Tu poses des questions compliquées. Tu poses des questions compliquées. En fait, cette question, elle est dure à répondre parce que maintenant que je l'ai fait, je peux dire non, en fait, c'est facile. Tu connais, c'est pas compliqué. Et moi, aujourd'hui, je suis capable de refaire plein d'opérations comme ça. Ça, des divisions, tu peux faire l'appel. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Maintenant, si je me remets à la place de moi-même à l'époque à mon premier bien, je voyais ça comme une montagne à gravir. Et parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc maintenant avec le recul je peux te dire bah non finalement c'était pas si dur que ça va. Maintenant quand tu débutes je comprends que ça peut paraître loin parce que tu te dis il y a tout ça à faire. Mais en fait il faut prendre les choses étape par étape. Bien découper en morceaux quoi. Voilà c'est un peu ce que tu me demandais juste avant, combien tu veux d'appartements. Si je te dis aujourd'hui je veux 100 appartements. Non, on peut pas savoir. Ça va me paraître énorme. Sauf si tu as une vision de malade. Petit à petit
je sais pas, chaque année j'en achète un ou deux. Petit à petit, je vais me retrouver avec 100 appartements sans m'en rendre compte. En fait. Enfin, je vais m'en rendre compte, mais petit à petit, quoi, tu vois. Et il faut prendre les choses étape par étape. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt la bonne. Donc voilà, moi, si je peux donner un petit conseil, il faut en faire un. Et puis voilà, puis après tout doucement. Sans se prendre la tête. Voilà. C'est vrai. Faut pas viser 8 500 € comme ça. Ah, moi, c'est pas du tout ce que je vais viser du tout. Et les choses se font automatiquement après. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton blog? Du coup, tu as un petit blog où tu donnes tes conseils également. Est-ce que tu vas en parler rapidement? Alors ça, c'est marrant aussi parce que tu vois, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Ok. Et comme quoi, il y a plein d'imprévus dans la vie. Mais un jour, j'étais dans un séminaire sur l'immobilier et il y a quelqu'un qui a découvert ma stratégie et qui m'a dit mais ton truc, c'est incroyable, ta stratégie, elle est top. Tu devrais monter un petit site internet où tu expliques comment faire parce que moi, ça m'intéresse. Et j'ai dit à cette personne, mais tu parles, qui ça va intéresser, personne ne veut faire ça. Et puis en fait, il s'est trouvé qu'en posant des questions, ça intéressait pas mal de monde. Donc petit à petit, j'en suis venu à créer un site qui s'appelle Mon Capital Immo. Je mettrai l'adresse, Et du coup, voilà, je partage un peu des vidéos, mes conseils sur ce site. Et il y a aussi un petit programme dont tu as parlé tout à l'heure qui explique pas à pas en fait comment appliquer exactement la même stratégie que moi pour essayer d'obtenir les mêmes résultats. Voilà. Dedans, t'expliques quoi de A à Z, comment trouver le bien, comment bien le diviser, voir s'il peut être divisable, les travaux, la mise vraiment, en place. En fait, c'est quelque chose de très orienté sur la pratique. Moi, c'est pas quelque chose je ne propose pas quelque chose de théorique où je vais dire il faut faire une bonne affaire, où je vais expliquer qu'il faut négocier des frais. Moi, c'est vraiment quelque chose de très orienté sur la pratique, c'est-à-dire déjà comment on trouve un bien divisé. Parce qu'on va cibler des biens qui sont quand même très particuliers. Ouais, tu pourrais tout acheter là. Et du coup, on va rechercher des biens très particuliers, on va réussir à trouver très facilement ces biens parce qu'il faut savoir vraiment quoi chercher. Et c'est encore plus facile que lorsqu'on cherche un appartement classique. Donc, je vais expliquer comment trouver ce type de bien. Je vais expliquer comment on gère toute la partie technique, toute la partie légale aussi, qui est très importante, aussi bien sur la partie division que location courte durée. C'est vrai que sur les deux tableaux, il y a des choses à respecter. Sont assez, très pointues. Du coup, il faut respecter. Moi, j'aime bien être complètement sécurisé, blindé, parce que je veux quelque chose qui dure dans le temps. Donc voilà, j'explique tout ça, donc comment sécuriser, comment déléguer, comment automatiser, comment... Même déléguer, t'expliques tout vraiment de A à Z. Vraiment tout de A à Z, comment faire de A à Z, toute ma stratégie, voilà, exactement comme moi, pour diviser loin saisonnier et même pour soulever. Ok, nickel, donc vous mettrez toutes les infos dans la barre de description, sur YouTube, sur le blog, en fonction d'où vous êtes. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Est-ce que pour conclure cette vidéo, tu as peut-être un petit truc à nous dire, je sais pas, pour motiver les gens qui nous regardent, peut-être pas commencer à investir dans l'immobilier, qui se disent que c'est peut-être trop tard, que... Donc plein d'excuses peut-être, je sais pas, est-ce que tu as un petit truc à leur dire pour leur dire de faire pareil quoi? Alors je pourrais dire plein de choses, mais tu as dit c'est trop tard. Si c'est trop tard maintenant, moi en fait ce que je fais souvent dans ce cas-là, c'est que j'essaie de me projeter. J'essaie de me dire dans 2 ans où j'en serai. Où j'en serai si je fais quelque chose, ou où j'en serai si je fais rien, si tu veux. Donc en fait c'est jamais trop tard parce que il faut faire les choses maintenant. Si tu veux, dans 2 ans tu verras. Et il faut les prendre petit à petit. Par contre, tu peux te dire c'est trop tard si tu vises trop vite. Si tu dis, comme tu m'as demandé tout à l'heure, si c'était compliqué de faire 8 500 €. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Et si tu vises trop gros tout de suite, ça te décourage. C'est exactement ça. Tu es découragé et du coup, tu vas pas le faire et tu vas dire c'est trop tard, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Tu vas te faire tout un tas d'excuses pour pas faire les choses. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'aller étape par étape, faire les choses bien, déjà faire un projet, le faire vraiment bien, et puis après une fois qu'on maîtrise le truc, pouvoir en faire un deuxième, puis un troisième. Moi tu sais, j'achète pas 50 apparts par an, j'en achète un par an, je le divise, ça a déjà des résultats considérables en très peu de temps. Donc il n'y a pas besoin de viser la lune tout de suite, quoi. Faut y aller tranquillement. Exactement. Donc le c'est trop tard, on oublie, les excuses, on oublie. C'est balayé. Et vraiment le conseil que je peux donner, c'est l'action. C'est ça qui va tout faire, quoi. Vraiment de passer à l'action. C'est ce qui va faire encore une fois la différence entre toi aujourd'hui et toi dans 2 ans. C'est la seule chose qui va être différente, c'est les actions que tu as entreprises maintenant qui va donner les résultats que tu auras dans 2 ans. Donc là, il faut arrêter de regarder cette vidéo, il faut appeler l'agent immobilier, il faut faire quelque chose, mais il faut commencer à chercher sur le bon point, peu importe. Mais des vidéos, il faut regarder, il faut s'inspirer, parce qu'on apprend toujours des choses des uns et des autres. Maintenant, effectivement, il faut passer à l'action. C'est pas le fait de regarder les vidéos qui vont faire qu'on aura des résultats. Exactement. Sur cette note, je pense qu'on peut conclure cette vidéo, sauf que tu as encore un truc à dire, non? Tout est bon? J'ai déjà beaucoup parlé. Je pense qu'on a une bonne vidéo là avec plein de conseils.
Merci à toi Jean. Je t'en prie, et merci. puis je vous dis à une prochaine. Posez un petit like si cette vidéo vous a plu, partagez-la et à très bientôt pour la 3e étape du Tour de France. Ciao ciao.